puis compositeur de musique, et puis chef d'orchestre. Vous savez, chef d'orchestre, je n'ai aucune formation de chef d'orchestre, mais ce qui se passe, c'est que dans nos métiers de la variété, dans le temps en tout cas, quand on orchestrait pour un chanteur, il était admis, enfin, c'était presque automatique, on dirigeait la séance d'orchestre, on dirigeait la séance d'enregistrement parce qu'on en avait fait les arrangements. Alors pour le musical, c'est devenu un petit peu la même chose. Quand la tête d'affiche, c'est par exemple à Bobino ou à l'Olympia, on choisissait comme chef d'orchestre, pour la durée du spectacle, l'orchestrateur qui travaillait avec le chanteur. C'était drôle. Alors inutile de vous dire, surtout moi qui suis gaucher, au début c'était un véritable désastre. Je vous dis pas que ça s'est tellement arrangé depuis, mais enfin, au début c'était pas du tout mon fait, mais les musiciens étant des amis et très gentils, nous apprennent finalement à nous, petits chefs de variété, à finir par connaître un petit peu notre métier, quoi. Ah ben maintenant, il n'y a plus de musical, de toute façon, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de première partie, il n'y a plus grand-chose maintenant. Oui, puis il y en a beaucoup qui passent avec des groupes, des synthétiseurs, mais moi je faisais allusion à l'époque où à l'Olympia, il y avait un orchestre qui variait entre 20 et 30 musiciens. Alors trouvez-moi ça quelque part, maintenant, à l'année, ça n'existe plus. Ça c'était bien, alors on pouvait vraiment se payer de beaux morceaux d'orchestre, de belles orchestrations, et moi j'y ai passé, je ne sais pas combien j'ai dirigé de spectacles là-bas, mais j'en ai fait tout de même pas mal. Et c'était chaque fois la fête, hein, vraiment. Ben, ça, il faudrait leur demander leur avis à eux. Mais enfin, je crois, étant donné les relations que nous allons garder entre eux et moi, je pense que eux aussi en ont gardé de bons souvenirs. Enfin, pas forcément de mes passages, mais en tout cas de leur prestation là-bas. Puis, même avec moi, on s'entend très bien, on est restés très amis. On appelle dans nos métiers, on dit, il est arrangeur. Je trouve que c'est un petit côté tripatouilleur. On se demande ce que le type vient faire là-dedans. Il arrange quoi ou il dérange quoi? Car on peut aussi bien déranger qu'arranger. Non, ce qu'il y a, c'est que dans ce métier, toujours, hein, je parle du show business, de la variété, ça n'a rien à voir avec le lyrique ni le classique. On a affaire à des gens qui écrivent ou qui n'écrivent pas, non, il y en a presque pas, qui écrivent leurs lignes mélodiques, mais enfin qui trouvent des lignes mélodiques, qui composent soit à la guitare, soit au piano, et ils disposent d'une ligne mélodique qui s'accompagne comme ils peuvent à la guitare ou qui ne s'accompagne pas du tout, et ils viennent chez vous en disant, voilà, j'ai fait cette chanson-là, j'ai tel texte. Bon, il faut bien que quelqu'un s'empare, relève cette ligne mélodique-là et l'harmonise pour les musiciens qui vont accompagner le chanteur. Alors ça, c'est le travail de l'orchestrateur ou de l'arrangeur, comme on dit. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a une petite subtilité, je vais vous la raconter, vous la dire, parce que souvent on ne la connaît pas, entre l'orchestrateur et l'arrangeur. L'orchestrateur devrait partir de la matière existante et répartir pour les musiciens de l'orchestre les notes qui ont été conçues par le compositeur. Par exemple, si, quand M. Ravel orchestre les tableaux d'une exposition de Moussorgsky, il part du piano qui est tout à fait complet, terminé, voulu, décidé du compositeur, et il répartit sur l'orchestre, et il répartit dans l'orchestre toutes les notes existantes, mais il n'en invente pas, si vous voulez. C'est à lui de trouver la couleur, de rendre chatoyante l'orchestration, parce qu'il sait orchestrer, mais il se sert de matériel qui existe. Bon. Comme nous, alors là, j'en reviens dans notre modeste métier de la variété, comme nous, il n'y a pas de matière au départ, si ce n'est la ligne mélodique, il faut bien qu'on devienne un peu compositeur, c'est-à-dire qu'on soutienne avec les moyens dont on dispose. Les moyens, ça veut dire que, suivant le budget, on aura 4 musiciens, 10 musiciens, 30 musiciens, ou, enfin, suivant ce que ça nécessite, et puis suivant les possibilités du producteur. Alors, là, on écrit pour l'orchestre qui va accompagner le chanteur. Maintenant, on n'accompagne plus tellement le chanteur, on lui fait d'abord un playback, et puis après, il chante dessus. Mais enfin, au moment où moi j'ai commencé, j'ai 50 ans maintenant, mais il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a même encore 15 ans, on travaillait en direct. Le chanteur se plantait au milieu de l'orchestre et on y allait tous ensemble.
Pour des raisons, j'allais dire, techniques tout de même. Souvent, les preneurs de son préfèrent de beaucoup pour avoir un son très pur et puis que ça ressemble un peu à la qualité de ce qui nous vient de l'étranger, c'est toujours la même chose. Alors ils préfèrent faire d'abord leur orchestre tranquillement, l'avoir d'une façon tout à fait définie, bien propre, par piste, vous savez, et faire en recording le chanteur. Bon, ça c'est dans 9 sur 99% des cas, c'est comme ça que ça se passe, hélas. Mais il y a encore des gens qui savent travailler en direct. Là, nous avons fait, avec Juliette Greco, on a dû faire, sur l'année dernière et le début de cette année, on a fait à peu près une quarantaine de titres. Elle a sorti un coffret merveilleux. Vous pensez bien qu'avec Juliette, il n'est pas question de faire du recording. Elle arrive là, dans le studio, elle chante en direct avec l'orchestre. Et je m'entends vous dire que les musiciens jouent d'autant mieux qu'ils se sentent plus concernés, n'est-ce pas? Quand vous participez à un accompagnement, c'est bien évident que vous comprenez mieux la raison pour laquelle on vous a écrit une petite phrase mélodique, si vous entendez de quoi il s'agit. Moi, je trouve que faire des playbacks pour accompagner un chanteur qu'on ne verra jamais et qui viendra 8 jours après ou le lendemain, c'est vraiment demander à des gens, c'est un peu comme si on vous appreniez un dialogue et qu'on vous dit donnez-moi vos répliques et que vous n'ayez personne en face de vous. À quoi peuvent servir vos réponses si vous savez pas la question qu'on a posée? C'est un peu ça. Tandis que quand vous avez le chanteur qui est là en direct, au moins vous l'entendez, c'était le propre de Brel notamment, bien sûr, c'était une partie de ping-pong entre l'orchestre et Jacques, comme avec Juliette, ou comme avec... Enfin, il y en a d'autres tout de même, hein, Mouloudji aussi, il en fait en direct. Mais dans les jeunes, il y en a moins. Oui, Isabelle Aubray aussi enregistre encore en direct... il y a presque plus. Alors là, c'est d'autant plus vivant. Le musicien sait à quoi sert ce qu'il est en train de jouer. Si. Quand j'ai dit le budget, c'est parce que quelquefois, on n'a pas beaucoup de moyens. Puis ça se comprend encore plus maintenant que dans le temps. On avait assez couramment des orchestres de 10, 15, 20 musiciens pour quelqu'un qui commençait le métier. Alors que maintenant, ça n'existe plus. Non, ça n'est plus une obligation de prendre beaucoup de monde. Moi, j'en reviens encore avec Jacques Brel parce que c'est un exemple qui me vient à l'idée. Mais quand on a fait l'Éclusier, on avait un musicien. Parce que ça ne demandait pas plus de musiciens. Et ça dépend Il faut commencer par lire les mots, regarder les paroles et puis voir l'esprit de la chanson. Et en fonction de cela, on se dit, bon, si vous voulez faire une orchestration pour Amsterdam avec un musicien, ça aurait été un peu petit, quoi. Tandis que pour l'Éclusier ou pour... ça allait très bien, au contraire. Alors donc, quand j'ai parlé tout à l'heure du budget, je comprenais dans quel sens je voulais le dire. Ben, moi je trouve, vous me demandiez d'expliquer mon métier d'orchestrateur d'arrangeur. Bon, donc, on fait un habillage en somme, on est un peu un tailleur, nous, là-dedans. On vient faire un costume, essayer d'habiller le texte, d'aider le chanteur, Bon, alors, je trouve que j'ai pas tout à fait tort quand je dis, on l'a répété, mais je trouve que c'est assez... Moi, je continue à trouver que c'est vrai. Pour nous, orchestrateurs, il y a 2 genres de clientèle. Il y a les gens pour lesquels on ne peut pas écrire une orchestration si on n'a pas lu le texte qui chante. Et puis, il y a ceux pour lesquels il faut surtout pas lire le texte si on veut travailler, parce que c'est... Vous avez compris. Ben voilà, c'est ça. Alors donc, quand je dis que je m'intéresse beaucoup au texte, bien sûr que j'aime bien la musique, vous le devinez bien. Mais je veux dire que quand le texte est riche, qu'il est présent, s'il y a une personnalité en plus de la part de l'interprète, il y a presque la moitié de notre travail qui est fait, on n'a plus qu'à suivre, on n'a plus qu'à aller dans le sens qui nous est proposé par les strophes, par les couplets, par ailleurs. Je ne fais pas que ça, j'écris de la musique pour moi aussi, de la musique sans parole, bien sûr. Mais non, j'aime assez aller dans le sens, à essayer de trouver le décor de la pièce. À ce moment-là, il existait encore des cabarets, n'est-ce pas? Maintenant, moi j'ai eu la chance de faire ce métier-là à un moment où on pouvait faire ce métier-là. Maintenant, il n'existe presque plus, en tout cas, ça n'est pas le même du tout.
Mais à ce moment-là, on pouvait être étudiant, on pouvait même être militaire en même temps, c'était mon cas, et puis tout de même avoir des possibilités pour accompagner dans les cabarets. Parce qu'il fallait bien se faire tout de même un petit peu d'argent de poche, et c'est comme ça, au hasard de ces boîtes dans lesquelles j'accompagnais des copains, que j'ai fini par faire la connaissance de... Alors je remplaçais, au début je faisais toutes les boîtes qui fermaient. Parce qu'on ne payait pas beaucoup, c'était sympathique, c'était normal. S'il y avait du monde, on avait un peu d'argent. S'il y avait personne, on n'était pas payé. On trouvait ça assez normal. Enfin, de toute façon, c'est comme ça qu'on apprend son métier. On accompagne des gens qui ont des partitions, qui n'ont pas de partition, qui chantent pas dans le ton, qui ont un truc à 4 temps, mais qui vous disent, moi je le chante à 3 temps. Enfin, c'est ainsi qu'on arrive à une certaine souplesse, quoi. Et à force de traîner par là, j'ai rencontré, c'était une fille très gentille, qui a abandonné d'ailleurs par la suite, et qui avait à passer une audition aux Trois Baudets. Et aux Trois Baudets, il y avait à ce moment-là les carnets du Major Thompson, qui marchaient très bien, et ça a dû se prolonger durant l'été. Et le pianiste qui était titulaire de là-bas a souhaité prendre des vacances. Il lui fallait un remplaçant, je suis entré comme remplaçant. Enfin, j'avais pris la suite de... C'était Gilbert Leroy et Darry Cole. Puis après, ça a été moi, puis j'ai fait... Voilà, une fois qu'on a le pied à l'étrier, on connaît un peu tout le monde. À ce moment-là, dans le spectacle des Baudets, c'est vous dire que ça n'est pas d'hier. Il y avait en tout petit à l'affiche, pour les carnets du Major Thompson, la tête d'affiche, c'était Pierre Dudin, qui avait joué après... Il avait repris le rôle. Comment s'appelait ce garçon qui faisait un numéro en retournant ses vêtements? Setti. Gérard Setti. C'est Gérard Setti qui avait créé le Major, et puis Pierre Dudin a repris cela l'été. Mais en tout petit à l'affiche, il y avait Virlogeux, Hubert Deschamps, Michel Roux, Jean-Yann, Rosy Vart, Jean Rochefort. Tout ça, on venait tous comme ça, bien contents de gagner 10 balles ou 20 balles. Moi, j'étais au piano. Bon, ça, c'était la partie, donc, théâtre. Et puis l'autre partie, c'était la première du reste, c'était musical. Alors, il y avait évidemment des gens tout de même qui attiraient du monde dans le théâtre, soit Pierre Dac, Francis Blanche, soit Robert Lamoureux, soit Félix Leclerc. Mais en tout petit à l'affiche, toujours dans ce même spectacle, il y avait entre autres un type en noir qui chantait comme ça, déjà nerveux, mais en s'affolant sur sa guitare, qui chantait 2 ou 3 chansons, c'était bref. Puis un type en gris qui mettait tout le monde mal à l'aise parce qu'il bougeait pas du tout et qui ne voulait pas aller tellement, et qui avait son talent aussi, c'était Boris Vian. Oui, il y avait un petit peu tout cela en même temps, c'est fabuleux, non? S'y faire une... Alors c'est ainsi que je me suis trouvé là, et après j'ai accompagné des tournées. En tournée j'ai connu Jacques, je suis devenu le pianiste de Jacques Brel. Quand après il a réussi au point de faire tellement de tournées que je ne pouvais plus le suivre, ou alors il fallait que j'abandonne mes études à Paris, alors j'ai cédé ma place à Gérard Joannest, qui lui avait accompagné au début les Ménestrels, je crois bien. Il est devenu le pianiste de Jacques, et ça a été merveilleux. Et ça ne m'a pas empêché de continuer à faire les orchestrations de Jacques jusqu'au bout. Vous êtes d'ailleurs assis en ce moment dans la pièce dans laquelle s'est fait le dernier disque, quoi. Ben, vous savez, je pense que dans la vie, on est tous, enfin, on dit bien, oui, un tel a de la personnalité, on essaie d'avoir chacun une autre personnalité, mais je pense tout de même que même si on choisit avec les petits moyens qu'on a, chacun, on est tout de même le ramassis, la réunion de beaucoup de choses qui nous ont impressionnés, que ce soit la première institutrice qu'on a à l'école, le premier copain, le premier bouquin qu'on lit, le premier tableau qui vous éclate aux yeux, le premier disque ou le premier concert auquel vous assistez. Bon, tout cela finit par nous marquer. On en prend plus ou moins. Ça peut être une mauvaise rencontre, ça peut être une très bonne rencontre. Moi, en musique,
je ne sais pas si je peux dire que j'ai été influencé parce que, étant au conservatoire, on a tout de même l'occasion de jouer de tout et d'entendre un peu de tout. Bon. Mais en dehors des études, si vous voulez, parce que là, vous ne choisissez pas vraiment complètement. En dehors des études, il y a des gens avec lesquels on se lie, des gens qu'on aime bien et qui sont tellement persuadés de détenir la vérité. Vous savez, c'est un peu comme le jeu des idées en littérature, que finalement vous abondez en leur sens. Et je me souviens très bien que Brel, par exemple, avec lequel j'ai travaillé longtemps, vous le savez, était un amoureux de la musique. Je crois qu'il devait connaître plus de musique que moi. Souvent, pendant les longues routes, on avait un jeu qui consistait à dire, tiens, on va à la radio, et c'est au premier, et on devine de quoi il s'agit, de qui est ça, et d'où ça vient. Et il avait vraiment pour un type qui n'était pas mécanicien de la musique, c'était pas un technicien de la musique, il n'écrivait pas la musique, il ne la lisait pas, il en connaissait énormément. Et il appréciait beaucoup tout ce qui était, ça ne vous étonnera pas du reste, parce que ça lui ressemble, tout ce qui était très descriptif, très chatoyant, très coloré, la musique russe, il aimait Ravel, il aimait Stravinsky, il aimait tout ce qui était chatoyant de cette façon, c'est bien sûr. Et alors là, on a fait une cure de musique française, de musique russe, pendant des années, on aimait beaucoup ça. Bon, moi, bien sûr, par ma formation, je trouve aussi que tout Jean-Sébastien Bach, c'est merveilleux et on se reposera éternellement là-dessus. C'est une base pour nous indispensable, quoi. Mais il y a beaucoup de gens que j'aime en musique. J'aime bien les Français. Il y a beaucoup de gens que j'aime énormément Fauré. Je trouve qu'on doit beaucoup à Fauré. On en vit encore. Enfin, puis je crois que c'est idiot de dire qu'on n'aime pas quelqu'un, si vous voulez. Il faut savoir quoi de qui, hein. Il faut savoir trier. Chez tout le monde, il y a des choses qu'on préfère, des choses qu'on regrette quelquefois. Pour ne rien vous cacher, vaut mieux voler aux riches. Tant qu'à faire, j'ai mieux m'inspirer de ce côté-là que... Oui, très bien. Ça me fait grand plaisir ce que vous dites. Ça n'a rien de trop étonnant. C'est sûr qu'à force d'écouter les gens qu'on aime bien, oui, on finit par retrouver... Vous avez déjà remarqué quand on s'exprime quelquefois, si on vient de lire, par exemple, des bouquins de quelqu'un, il y a des phrases qui vous viennent presque naturellement dans votre bouche. On a l'impression qu'elles nous appartiennent, puis elles ne sont pas de nous. Dans une orchestration, quelle est la part du chef d'orchestre? Le chef d'orchestre n'intervient qu'au moment de l'enregistrement. Le chef d'orchestre, c'est quand vous montez sur le machin, puis que vous dites 3-4 et que tout le monde part, enfin, ou 2-3. Il y a certains orchestrateurs qui ne veulent pas diriger leurs orchestrations. Ça, le fait d'être chef d'orchestre, ça n'a rien à voir avec l'écriture. Hein. Alors ça, l'écriture, vous l'apprenez à l'école, ou alors vous l'apprenez en mettant votre nez dans les orchestrations des autres. Vous savez, il y a des petites partitions de poche qui se vendent, et il y a de tas de bons exemples à prendre là-dedans. Hein. Alors il y en a beaucoup qui font ça, il y en a beaucoup qui c'est fatigant d'ailleurs, ils se cultivent l'oreille à force de relever des disques qui viennent d'ailleurs, par exemple, des orchestrations qui leur plaisent. Je parle pour tous les groupes actuels, il y en a énormément qui écoutent beaucoup de disques qui viennent de disques anglo-saxons, faut bien dire la vérité. Et ils relèvent comme ils peuvent des chorus, même quelquefois des choses improvisées, ça doit représenter un travail considérable. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'apprendre la musique, quoi, puis de la lire. Mais si vous voulez, nous, non, c'est un travail qui s'apprend à l'école, on apprend l'orchestration, c'est en classe de composition, et puis vous êtes censé savoir ce qu'on peut écrire, je dis bien censé savoir, parce que vous savez, on peut toujours nous piéger, si vous me demandez un hélicon, d'où à où ça va, il faut tout de même que je réfléchisse, quoi. Mais enfin, en gros, c'est cela, vous apprenez les tessitures, les possibilités de chaque instrument,
Et puis vous vous débrouillez avec ça. C'est à vous, dans votre tête, de trouver le mariage, les bonnes sonorités. D'abord, bon, que l'orchestration soit jolie, mais toujours, alors j'en reviens, vous allez dire que c'est mon dada, mais aussi ce qui va en fonction du texte, et puis de la couleur de voix du chanteur. Ça dépend aussi du texte, c'est-à-dire que s'il y a des petites choses humoristiques, j'aime bien les souligner, oui, oui. Et, je vous parlais des disques tout à l'heure, c'est à vous que je l'ai dit, non. Les deux premiers disques de Brel avaient été faits, le premier par André Grassi, qui était un délicieux musicien qui malheureusement est mort. Le second disque avait été orchestré par André Pop. Et à partir du troisième, ça a été mort. Mais le second disque d'André Pop, quand je parle d'André Pop, moi c'était un des orchestrateurs que j'ai le plus admiré. Il avait énormément d'humour. Il a écrit des choses. En voilà un aussi qui avait sûrement mis son nez dans la musique russe, parce que je sais que la couleur y était bien de là-bas. Et André avait énormément d'humour, ça m'amusait beaucoup. Et quand vous le voyez, on avait l'impression que c'était un homme triste, calme, austère. Mais tout ça cachait beaucoup d'humour et ça passait dans sa plume, enfin dans son crayon. Pour bien connaître un musicien, il suffit d'écouter sa musique, parce qu'on peut se tromper on en voit dans la vie qui ne ressemblent pas tout à fait à leur musique. Et je crois que la vérité, c'est pas l'homme dans la vie, c'est sa musique. De même qu'un bouquin, je crois. Finalement, quand on lit un auteur, ça dépend, enfin, je m'aventure. Pour la musique, je suis tout de même sûr de ce que je vous dis. Pour les bouquins, ça dépend de ce qu'on écrit. Si on écrit des romans, évidemment, on ne sait pas. On s'y met peut-être moins soi-même si on invente autre chose. Mais tandis qu'en musique, on est obligé de s'y mettre. On est obligé de s'y mettre soi-même, d'y faire passer quelque chose de nouveau. Bon, moi, je peux vous donner des noms. Si vous voulez, je vous donne les noms des gens que j'aime bien et qui orchestrent bien. C'est pas sophistiqué, c'est parce qu'il y a des tas de rigolos maintenant qui se sont pas foutus d'écrire deux notes. Alors c'est tellement dépouillé, parce qu'ils savent pas faire autre chose qu'on en déduit que les autres. Non. Alors là, je m'entends vous dire que les Michel Legrand, les Christian Chevalier, les Jean-Michel Defaille, les Gabriel Yared, excusez-moi, ça vaut la peine d'être vu de près, hein, c'est bien fait. Je suis pas tout seul à fouiller, quelquefois j'aime bien fouiller, mais tous les gens dont je viens de vous dire les noms, et j'en oublie quelques-uns, j'en oublie pas beaucoup d'ailleurs, car il y en a pas tellement que j'aime beaucoup, mais ces gens-là, croyez-moi que quand ils taillent le crayon, c'est pas pour rien. Écoutez, je vais vous dire tout bêtement le mot de Jean Cocteau. Vous savez ce que c'est que la mode? C'est ce qui se démode. Et je trouve qu'il avait parfaitement raison. C'est pas du tout parce que je l'ai choisi que je me suis interdit. J'écoute ce qui est à la mode. J'ai des enfants tout de même ici qui me font... D'ailleurs, je suis souvent en bagarre avec ce qu'ils écoutent. Mais enfin, ils me font tout de même entendre ce qui se passe. Bien sûr, je suis tout de même au courant. Vous voudriez pas que je me mette à changer ma formule parce que j'aurais peur de pas finir mes jours. Je fais ce que je sais faire avec l'envie que j'ai de faire ce que... Voilà, il me reste encore des tas de choses à écrire. Tant que je ne suis pas complètement jeté, j'ai encore 1000 choses à faire, vous savez. Je suis en train de m'occuper d'enregistrements qui me plaisent bien, que je voudrais bien réussir. J'en ai fait un avec Maurice André, j'en ai fait un avec Maurice André et Rampal. Je dois en faire un prochainement, enfin j'espère, en début d'année prochaine, avec Monsieur Amoyal, qui est un grand violoniste de notre temps. Pourquoi voulez-vous que j'aille m'inquiéter de ce qui est à la mode, vous comprenez? Ça, alors, ça ne me touche pas du tout. Tout ça sera dégouliné et les réserves de disques seront cassées avant qu'on ait eu le temps d'écrire, nous, tout ce qui nous plaît encore. Voilà. Alors, continuons donc. Non, mais je dis ça, je le dis très modestement, hein, ça ne veut pas dire que je crache sur ce qui se fait ailleurs. Mais enfin, je veux dire que je ne sais pas le faire, je n'ai absolument pas envie de le faire, et d'autres le font, alors, qui vivent avec, voilà, c'est tout.
Non, d'abord, c'était pas très modernisé, justement. Si on avait voulu moderniser, il fallait le faire plus. Moi, je trouve que c'était pas, il fallait pas le faire. Je suis entièrement d'accord avec vous. Si dans ce disque-là, il y a tout de même 2 ou 3 titres que j'aime bien. Il y a Le Prochain Amour, que j'aime beaucoup. La valse à 1000 temps avec les 2 accordéons en stéréo, ça, j'aime bien, avec Azola d'un côté et Gilbert Roussel de l'autre. Il y en avait un autre que j'aimais, mais sans quoi la nouvelle façon des biches, non, ça je n'aimais pas. Le moribond, alors absolument pas. Non, oui, mais ça c'est parce qu'à ce moment-là, Jacques n'avait pas de matériel nouveau. Il devait faire un disque. Monsieur Barclay était très gentil avec lui, car finalement Jacques aurait dû lui fournir plus régulièrement que ça des disques. Et puis comme il était parti, on le laissait là-bas. Mais enfin, alors sous prétexte que je devais faire un disque, il a réenregistré des chansons dont il pouvait disposer, qui avaient dû être faites initialement chez Philips, mais il pouvait les refaire à ce moment-là chez Barclay. On a donc fait c'est toujours une erreur. Moi, je crois qu'une fois qu'une chose est faite, elle est bien faite ou elle est mal faite, mais faut pas tellement revenir dessus. Non, ça, je suis entièrement d'accord avec vous, c'était une erreur. Voilà. Est-ce que le bilan est le même pour l'expérience des réenregistrements de Gréco? Ah, pas du tout. Alors non. D'abord, moi, c'était pas des réenregistrements. Il y en a beaucoup que j'ai faites pour la première fois. Ah oui, parce que Juliette a eu la chance et la possibilité de travailler avec beaucoup d'orchestrateurs. Et là, tout d'un coup, on a réuni des titres. Moi, j'ai fait Mon homme avec elle. Bon, j'avais pas fait ça. J'ai refait Paris Canaille, je ne l'avais pas fait. Au contraire, alors pour moi, c'était vraiment une fête. Ah non, alors là, cet album-là, j'y tiens. Ce coffret-là, j'y tiens tout particulièrement. Il y a là-dedans, on s'est régalé. Non, moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est pas du tout le même cas, vous comprenez. Tandis que avoir à réécrire une orchestration, on l'a déjà fait. Ça, moi, je suis très méfiant. Vous savez, au moment, quand ça commence à marcher, hein, dans ce métier, alors, on travaille avec tout le monde, quoi. Évidemment, alors, j'allais dire que les gens de cette époque-là, enfin, j'ai à peu près travaillé avec tous, que ce soit Mouloudji, Jeanne Moreau, avec laquelle on a eu un prix du disque. Non, bien sûr, il y en a eu une quantité. Bon, mais je voudrais dire surtout qu'il y a dans les disques que j'aime beaucoup, il y a les disques de gens qui n'ont pas eu la chance d'être connus, et malgré tout, la réalisation de leurs enregistrements reste pour moi quelque chose de très cher à mon cœur, et que je suis loin de renier, je suis loin d'oublier. Je regrette au contraire que ça n'ait pas marché. Et là, je pense à des gens qui n'ont pas toujours eu la place qu'ils auraient dû avoir. J'ai toujours travaillé avec Pierre Louki, par exemple, qui écrit merveilleusement des textes jolis que tout le monde apprécie. Bon, Pierre n'est pas assez connu, n'a pas la place qu'il aurait dû avoir. J'ai fait un disque, alors là, avec des moyens beaucoup plus importants, parce que Pierre, c'est toujours intime, et ses paroles et sa voix, la qualité de sa voix, le nécessite. J'ai fait un 30 cm avec Pierre Tisserand. C'est un des 30 cm que je préfère. Si j'ai la chance de vieillir et d'avoir un jour du temps, parmi les disques que je me réécouterais avec joie, je me mettrais celui de Pierre. Pierre Tisserand, c'était Stark qui lui avait produit ce disque-là, puis finalement ça n'a pas marché beaucoup. Il avait des textes fabuleux. Alors là, attendez, il va falloir marquer un temps d'arrêt parce que je ne retrouve plus le nom du garçon qui travaillait avec lui, qui lui avait fait certains textes. Enfin, lui en avait fait surtout beaucoup, puis il avait fait beaucoup de musique, et toutes ces musiques, bien sûr. Disque formidable. Bon, même en avançant, j'ai travaillé avec Henri Gougaud, j'ai travaillé avec Fanon. Ce sont des gens, je vous parle des gens qui ne sont pas toujours connus du grand public. Et pourtant, quelle plume. Monsieur Gougaud, salut tout de même. Et Fanon aussi. Et puis, alors même en avançant, là, j'ai fait un disque il n'y a pas très longtemps avec Jean-Louis Caillat.
J'aime beaucoup ce garçon. Je trouve qu'il écrit très bien. Je trouve qu'il... Alors, ce sont, voyez-vous, c'est pour cela que c'est pas toujours utile de parler des gens, dire j'ai fait un disque avec Brigitte Bardot. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, ça va pas. Tandis que ces gens-là, ils vivent encore, ils sont là toujours, ils attendent, et puis ça se passe pas très bien pour eux. Et on ne sait jamais vraiment pourquoi ça se passe bien, ou ça ne se passe pas bien. Il y a sûrement une raison, mais... En tout cas, moi j'aime bien les noms que je vous ai avancés, et j'en oublie, hein, il y en a d'autres sûrement. Vous me prenez au piège, là, mais je pourrais en trouver une bonne dizaine. Bah, ça dépend sur quel pied vous le prenez. Si c'est pour le chiffre d'affaires, c'est monumental, hein. Bien sûr. Mais si c'est pour la qualité musicale, il est bien évident que surtout depuis l'avènement de la guitare, il y a eu un appauvrissement harmonique considérable qui fait que le niveau moyen de la chanson actuellement a régressé considérablement par rapport aux audaces harmoniques de Mireille ou de Jean Trenet, quoi. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Ça, il faudrait tout de même pas rêver le contraire. Si vous voulez, il y a des enchaînements harmoniques et des subtilités d'accords qui sont chez Mireille, qui sont bien plus audacieux, beaucoup plus nouvelles et beaucoup plus proches du classique et beaucoup plus raffinées que tous les groupes que vous pouvez entendre maintenant, qui vivent sur... C'est ce qui a appauvri ça, vous comprenez, c'est l'avènement de la guitare, les guitaristes sont fainéants. Ils n'apprennent pas à se servir de leur instrument. Alors ils ronronnent tous dans les 15 ou 16 accords qui sont... voilà. Alors maintenant, donc j'ai répondu à votre question, vous me dites pourquoi petit. Pourquoi petit? C'est parce qu'on ne sait pas assez se servir de cela. Aussi riche qu'un piano. Ah là, vous voulez vraiment me mettre mal avec beaucoup de monde, hein, ce soir. Aussi riche qu'un piano, ça n'est pas possible. Parce que nous avons deux mains au piano. À la guitare, vous n'avez qu'une main, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une main qui peut vous permettre la disposition des... Puis l'autre main, il faut bien jouer. Tandis que là, nous, au piano, on a tout sous les deux mains, on peut faire beaucoup de choses à la fois, plus des possibilités de pédales qui nous permettent de garder des sonorités et de les enrichir. On peut faire du quatre mains tout seul, si vous voulez. On peut abattre nos 10 doigts sur 10 touches, garder cette sonorité et faire un demi-ton au-dessus, là-bas dans l'aigu, un autre accord de 10 sons, enfin même de plus de 10 sons avec 10 doigts. Donc ça, c'est impensable, inimaginable à la guitare. Moi, je trouve que la guitare, ce qu'elle a de merveilleux, c'est que c'est un instrument c'est peut-être l'instrument tout de même qui ressemble le plus... je pense à la guitare espagnole, notamment. Hein. Je suis moins, moi, les machins électriques. Mais je pense que la guitare espagnole est sans doute l'instrument qui ressemble le plus à l'homme, peut-être. Il a ça contre son ventre, il le joue, il l'aime, il y a beaucoup à faire. Quand j'entends bien jouer de la guitare, je suis sous le charme. Et je regrette que les jeunes, Dieu sait que la guitare, on n'en a jamais trop vu que maintenant, n'essaient pas d'aller un peu plus loin, quoi. Quand on parle toujours des groupes que l'on écoute, mais vous savez qu'il y a certains groupes qui vont très loin dans la recherche avec les guitares. Je parle pas du synthétiseur, ça je suis pas... Enfin, ceci dit, je suis pianiste et j'aime le piano et je défends le piano envers et contre tout. Voilà. Bah oui, bah tant mieux, ça me fait bien plaisir. Qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai été nourri à cette mamelle-là, je peux pas la renier. Oui, c'est ce qui me plaît. Moi, c'est ma façon de respirer, ma façon d'être. Mais je comprends très bien qu'on puisse ne pas l'aimer du tout et que ça soit agaçant pour
pour beaucoup de jeunes, enfin peut-être, je ne sais pas du tout, moi. Je fais ce que je sais faire, je fais ce que j'ai appris à faire, et comment en plus ça correspond à ce que je crois, si vous voulez, alors je suis heureux. Moi, je me fais plaisir en faisant ça. Si les gens me demandent de les accompagner, c'est sans doute parce qu'ils trouvent que ça peut aller avec eux, c'est tout, mais j'impose rien du tout. Moi, je sais faire ce que je sais faire, c'est tout, et j'y tiens et j'y crois. Mais non, on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout dépend de la dimension des épaules du type qui chante quelque chose. Je peux pas vous donner des noms ici, parce que sans quoi vous allez avoir des bombes, ou alors moi, mon appartement va péter demain. Mais on ne peut tout de même pas mélanger, parce qu'on parle du show business, on ne peut pas mélanger tous les noms et tous les gens et tous les êtres. Quand vous avez une première à l'Olympia, il y a des gens qui sont côte à côte et qui n'ont rien à voir et qui, à mon avis, ne font absolument pas le même métier. Pourtant, qui sont également connus, et puis il faut surtout pas juger ça non plus en fonction des revenus qu'ils ont ou de la réussite qu'ils ont. Ça n'a rien à voir, la qualité des gens. Qu'est-ce que vous voulez? Brassens, une guitare avec une basse. Bon. C'est tout de même un des rares, je crois, où vous pouvez vous coucher le soir sans écouter le disque, vous prenez les textes et vous les lisez. Bravo, monsieur Brassens, non? Bon, ben là, voilà. Alors évidemment, c'est pas le même métier que beaucoup d'autres. Oh, ben, c'est bien, justement, d'être dans la variété, parce que, en principe, on peut varier, quoi. Moi, comme j'ai une formation classique au départ, bien sûr, j'ai la chance, par de temps en temps par la maison de la radio, ou par France Culture, ou par d'avoir des possibilités d'écrire de la musique à moi, bien sûr, sans chanteur. Et ça me fait bien plaisir, oui. Bah oui, j'ai écrit beaucoup de petites choses comme ça. Oh, je dois avoir je crois que j'ai 18 ou 20 suites d'orchestre que j'ai écrites comme ça, puis j'ai des films, j'en ai jamais fait beaucoup. C'est encore un autre métier dans lequel il faut entrer, vous savez, c'est très... Mais j'ai dû en faire une dizaine, quelque chose comme ça. Mais sans quoi, la musique, les possibilités d'écrire de la musique originale, enfin, bien sûr, ça me tient à cœur, c'est ce que j'aime bien. Je vais encore en faire une dans pas très longtemps. Je dois faire aussi un quintet pour cuivre, et puis je dois faire une petite suite pour flûte à bec et quintet à cordes pour des gens. Ça me plaît bien, ça c'est mon petit jardin secret, si vous voulez. Oui, bien sûr que j'aime. Ça se voit moi, ça c'est moi, si vous voulez. C'est pour cela que ça serait vraiment moche de dire oh bon oui la variété. Non, la variété, ça m'a permis j'allais dire de réussir en petites lettres, hein, dans la vie, si vous voulez. C'est grâce à ce métier, à ces cabarets, aux amis que j'ai rencontrés, que j'ai pu me payer le luxe de faire en plus de la musique classique. Mais sans quoi, il est bien évident que quand j'étais venu à Paris, je m'étais dit que, tout jeune, ils allaient voir ce qu'ils allaient voir. Bah oui, mais quand vous allez rue de Madrid, là, au Conservatoire National Supérieur de Musique, des petits Mozart, il y en a plein, les couloirs, mais plein. Puis ils sont de plus en plus jeunes maintenant. Alors on va les avoir bientôt avant qu'ils ne sachent marcher. Et là, bien sûr, c'est vivre de la musique que l'on écrit en classique maintenant. C'est bien difficile. C'est déjà pas commode dans le show business ou dans la variété, mais dans le classique, je sais que c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Surtout qu'il y a encore moins il y a encore moins de critères, il y a moins on ne sait plus tellement sur quoi repose l'appréciation, le jugement. C'est difficile. Ah ben quand on dit classique, on veut dire que c'est pas variété. Voilà, c'est ça. C'est complètement faux l'emploi du terme. Je suis d'accord avec vous. Quand on dit musique classique, ça ne veut pas dire d'une facture classique Handel, Bach, Mozart. Non, pas du tout. On veut dire par opposition, si vous voulez, à la variété. C'est aussi bête que ça l'emploi des mots.
Mais je vais vous dire, ce qu'il y a, c'est que chez les classiques, on dit, ah ben oui, c'est celui qui fait de la variété. En variété, on dit, ah oui, c'est celui qui fait des classiques.